Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous retrouvons pour cette première audition de la semaine, une semaine de nouveau très chargée puisque nous comptons 7 auditions qui va nous permettre de travailler sur la production audiovisuelle, les sociétés de production, les systèmes de production auxquels a recours le service public audiovisuel et particulièrement télévisuel. Il va de soi que notre commission devait se pencher sur la manière dont principalement France Télévisions a recours aux sociétés de production, dont les coûts des programmes proposés peuvent s'avérer, selon les cas, importants, plus modestes en fonction des budgets et des contenus dont vous avez la responsabilité, en tout cas aujourd'hui la responsabilité de leur production, des résultats en termes d'audience qui sont également variables. Pour des raisons de clarification et parce que les problématiques sont différentes. J'ai proposé au rapporteur, et nous l'avons décidé ensemble, de séparer la production cinématographique et la production proprement audiovisuelle, qui fera l'objet d'une seconde audition qui suivra immédiatement celle-ci, et de séparer les questions des producteurs indépendants, pardon ce terme, des plus petits producteurs, des grandes sociétés de production en termes de chiffre d'affaires réalisé avec France Télévisions. Et donc nous aurons des séries d'auditions séparées pour les 4 principaux producteurs sociétés de production avec lesquelles France Télévisions contracte. Nous sommes très heureux cet après-midi donc de vous accueillir. Je vous présenterai dans un ordre strictement alphabétique, à commencer par l'Association des producteurs indépendants, l'API, qui est un syndicat de producteurs de cinéma qui regroupe une vingtaine d'entreprises représentant 30% des entrées en salle des films français en 2024. L'API représente ses intérêts auprès des chaînes de télévision, des plateformes, du Parlement, des pouvoirs publics et regroupe notamment en tant que producteur, les sociétés Gaumont, UGC, Pathé, MK2. Votre syndicat est aujourd'hui représenté par Madame Sidonie Dumas, présidente, et Madame Hortense Delabrief, déléguée générale. Bienvenue dans cette commission. J'accueille également l'ARP, auteur, réalisateur et producteur. Le véritable nom de votre organisation est la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs. Et je signale que votre président d'honneur n'est autre que Claude Lelouch. Si l'on se réfère à l'article 5 des statuts de votre société, celle-ci a notamment pour but l'exercice et l'administration dans tous les pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction des œuvres de ses membres, notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice de ces droits, ainsi que la conclusion de tous ces accords susceptibles d'être conclus avec tout organisme, notamment les sociétés de perception. Nous en reparlerons et j'imagine que vous nous en direz quelques mots. Et je suis ravi d'accueillir le président de l'ARP, le vice-président, monsieur Pierre Jolivet, je l'avais en plus dans mes notes, et la responsable des affaires publiques. J'accueille également le syndicat des producteurs indépendants, le SPI. Vous êtes un syndicat unitaire qui traite à la fois de la production audiovisuelle et de la production cinématographique. Vous avez été fondé il y a quasiment 50 ans. Vous représentez plus de 570 sociétés de production indépendante de longs, courts-métrages, animation, documentaires, fiction, spectacle vivant. Et le SPI est représenté ici par Madame Marie Masmonteil, présidente du bureau long-métrage, et Madame Marion Goletti, déléguée cinéma. Enfin, et j'en termine, l'Union des producteurs de cinéma et de contenu publicitaire, l'UPC. L'UPC représente aujourd'hui plus de 260 sociétés de production. Elle assure l'interface entre ses membres d'une part, le CNC et les pouvoirs publics de l'autre. Elle négocie par ailleurs les accords interprofessionnels avec les opérateurs historiques, chaînes de télévision et les plateformes. Pour ceux qui sont intéressés par le dispositif dit de la chronologie des médias, sur laquelle nous reviendrons, je signale que vous aviez participé à une table ronde, je dis très intéressante, je le qualifie comme je le pense, à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale qui s'est tenue le 3 décembre dernier pour celles et ceux qui voudraient revenir sur cette audition. Et vous êtes représenté aujourd'hui par votre président, monsieur Marc Missonnier, que j'accueille avec plaisir, et par son délégué général, monsieur Jean-Pierre Granzilli. C'est bien dit ? Parfait, je ne vais pas me tromper. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir devant notre commission d'enquête. Et avant de vous laisser la parole pour un propos liminaire et puis en venir aux questions du rapporteur, je dirais simplement que le financement de la production cinématographique est éminemment important, qu'il est essentiel et qu'il faut bien constater que France Télévisions joue un rôle majeur, fondamental dans cette production cinématographique. Et nous y reviendrons peut-être, ça sera l'une de mes premières questions avant de céder la parole au rapporteur. J'espère que nous pourrons parler aussi de chronologie
des médias, cette chronologie qui a été bousculée depuis de nombreuses années, notamment par le développement de la VOD et des multiples plateformes. Et je rappelle que la chronologie des médias est un enjeu essentiel dans notre pays, qui participe notamment du financement cinématographique et qu'il est régulièrement discuté ici au ministère et avec vous, et que ça sera peut-être l'objet des questions du rapporteur, en tout cas des débats que nous aurons au sein de cette commission d'enquête. Mais avant de vous donner la parole, et comme j'ai déjà été très long, comme vous le savez et comme nous l'imposent les textes, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacune et chacun à tour de rôle à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Merci. 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 Et merci. Et je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire global, comme on vous l'a demandé, ce qui permettra d'avoir des échanges avec le rapporteur et les autres députés présents, que je remercie également d'être parmi nous cet après-midi. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous donner la parole dans le cadre de ces propos liminaires. Nos 4 organisations, l'API, l'ARP, le SPI et l'UPC, représentent donc à travers nos adhérents la quasi-totalité des films produits en France. Précisons tout d'abord que pour nos organisations, la démarche du service public participe à garantir notre souveraineté culturelle dans un contexte de concurrence avec des acteurs extra-européens mondiaux et puissants, que sont les plateformes de vidéo à la demande par abonnement. Or, il est essentiel pour notre démocratie que nous restions maîtres de notre imaginaire à travers la production d'œuvres diversifiées et ambitieuses. Quelques informations importantes concernant le cinéma français. Ce sont chaque année environ 300 nouveaux films qui sont produits, couvrant tous les genres, animation, documentaire, fiction et tous les types de budgets. Chaque année sont produits environ 70 premiers films qui assurent la relève générationnelle. La France est également le pays au monde qui produit le plus grand nombre de films réalisés par des femmes, dont les 2 Palmes d'Or obtenues récemment par Julia Ducournau et Justine Triet. Les producteurs français soutiennent également la production de films étrangers à travers 60 accords de coproduction entre la France et les États étrangers, à l'exception notable des États-Unis. À ce titre, il est à noter que les 5 films qui concourent cette année pour l'Oscar du meilleur film étranger sont tous coproduits par des producteurs français. Sirat, Valeurs sentimentales, L'agent secret, La voix de In Rajab, et ainsi qu'un simple accident de l'Iranien Jafar Panahi, Palme d'Or 2025, produit majoritairement par un producteur français, dont nous pouvons évidemment nous enorgueillir qu'il puisse représenter la France aux Oscars. La France se singularise ainsi par la production de films de nombreux réalisateurs interdits d'exercer leur métier dans leur pays, qu'ils soient iraniens, russes ou argentins par exemple. Ce en même temps que de grands succès populaires comme Un petit truc en plus, Monte Cristo ou encore L'amour ouf, Un ours dans le Jura et En fanfare, 3 films en partenariat avec France Télévisions qui viennent conforter la notion de diversité indispensable à notre industrie. Cette vitalité extraordinaire permet à la France de conserver pour les films sortis en salle un point de marché proche, égal ou même parfois supérieur à celle des films américains, ce qui est une véritable exception française. Jusqu'en 2019, les entrées globales en France étaient depuis 10 ans supérieures à 200 millions. Le Covid a fait chuter drastiquement les entrées, mais l'année dernière, elles étaient remontées à 181 millions, avec une part de marché égale à 44,8%, et donc supérieure à celle des films américains. Les chiffres de janvier 2026 sont très encourageants, avec les démarrages puissants des films comme Marsipulami, Gourou ou encore Le match du Kremlin, ou L'affaire Bojarski, ou enfin la continuation exceptionnelle du film documentaire Le chant des forêts. Grâce au parc de salles, le plus dense du monde, 2500 établissements et 6354 écrans à date, et au nombre de films sortis chaque année, 744 en 2024, en première exclusivité, toutes nationalités confondues, le public français bénéficie également d'une offre d'une diversité unique au monde. En 2024, 70% des Français sont allés au moins une fois au cinéma et 80% des moins de 25 ans. Bien entendu, tous les films ne sont pas des succès en salle, à l'instar de ce qui se produit dans tous les pays du monde. Notre production est une production de prototype et nul ne peut prévoir à l'avance quel va être le succès d'un film, quel que soit son budget, son casting ou la notoriété de son auteur. Produire est un métier à risque. Mais la rentabilité d'un film ne dépend pas uniquement des entrées en salle, elle se fait sur le temps long, à travers les différentes diffusions faites sur les différents modes d'exploitation,
DVD, VOD, chaînes de télévision, plateformes, territoires étrangers. De nombreux auteurs aujourd'hui internationalement reconnus ont démarré leur carrière avec de relatifs échecs en salle. Le cas récent le plus notoire étant évidemment celui de Justine Triet, dont le premier film, La bataille de Solferino, a fait 33 000 entrées, alors que son quatrième, Anatomie d'une chute, a fait plus de 2 millions d'entrées en France et a été vendu dans 155 pays et a conquis l'Oscar du meilleur scénario. Les producteurs français qui irriguent également la production de films européens et internationaux créent, à travers ces films, un instrument formidable de soft power et de souveraineté nationale et européenne. Nos films peuvent être considérés comme de véritables actifs stratégiques qui permettent de faire rayonner la culture et les récits européens, à l'image de ce que les producteurs américains ont compris dès la création d'Hollywood comme étant une arme extraordinaire pour promouvoir leurs valeurs et surtout leurs produits, et en imposant des récits à la gloire de la nation américaine. Cette vitalité en termes de production se traduit également en retombées économiques importantes. La filière cinématographique affiche en 2024 à elle seule un chiffre d'affaires de 7,5 milliards et une valeur ajoutée de 3,6 milliards et près de 300 000 emplois directs et indirects. Depuis 30 ans, il apparaît, on l'entend beaucoup, que de nombreuses industries françaises souffrent et s'affaiblissent. Contrairement à d'autres secteurs, grâce à son système vertueux, l'industrie cinématographique française reste un phare bien visible par le monde entier, ce qui est évidemment une fierté pour notre pays. Et contrairement à nombre d'idées reçues, le cinéma français n'est pas financé par les impôts, mais pour partie un ensemble de taxes parafiscales affectées, qui sont recueillies par le CNC, le Centre national du cinéma, un des piliers de notre système, et qui ne coûtent pas 1 euro au budget général de l'État, le reste restant financé très majoritairement par le marché. On pourrait dire en simplifiant que le cinéma français est uniquement financé par ceux qui le regardent. Outre le CNC, les deux piliers du financement des films produits par les producteurs français sont Canal+ et France Télévisions, à travers un montant d'obligations imposé en fonction de leur chiffre d'affaires. À la suite d'un accord conclu avec les organisations du cinéma en février 2025, Canal+ s'est engagé à financer au moins 85 films par an, en moyenne, en première fenêtre, pour 160 milliards... pardon, quel dommage, quelle erreur. Je préfère regarder le chiffre 160 milliards, mais on va rester sur 160 millions en moyenne, comprenant achat et préachat. Disney, qui a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma en février 2025, s'est engagé à préacheter 23 films par an en moyenne pour un montant de 35 millions. Concernant France TV, qui est le sujet de notre commission d'enquête, de votre commission d'enquête, les organisations professionnelles du cinéma que nous représentons ont conclu depuis longtemps des accords avec France Télévisions, dont le dernier remonte à mai 2024 et portant sur 5 ans. France Télévisions, à travers ses deux filiales, France 2 Cinéma et France 3 Cinéma, doit investir 4,2% de son chiffre d'affaires dans le préachat, la coproduction et l'acquisition de films de cinéma d'expression originale français et européens agréés. Ce qui représente au minimum 60 films par an, pour un montant également minimum de 65 millions d'euros, auxquels s'ajoutent au moins 15 millions d'achats de films de catalogue, dont 10 millions d'acquisitions pour les antennes linéaires de France Télévisions. France Télévisions, soutien essentiel de la filière animation, s'est également engagé à financer au moins 5 films d'animation par an en moyenne. On peut citer Arco, le premier film de Hugo Bienvenu, qui concourt en 2026 aux Oscars pour le meilleur film d'animation et qui a fait 500 000 entrées en France avant d'être vendu dans de nombreux territoires étrangers. France Télévisions s'attache à cet accord et également par son cahier des charges à financer la diversité du cinéma français et européen et à représenter la société française dans toute sa diversité culturelle, sociologique, territoriale. Donc, pour l'industrie du cinéma, l'audiovisuel public est un partenaire indispensable, un compagnon de travail, un compagnon de réflexion, un compagnon d'invention, mais aussi un accompagnateur de notre patrimoine commun. Ce n'est pas par hasard si parmi les films français qui font le tour du monde et sont récompensés dans les plus grands festivals, on retrouve si souvent des œuvres qui ont été soutenues par le service public, mais ce n'est pas non plus un hasard si, grâce à la pluralité de ces chaînes, des œuvres classiques peuvent être découvertes par un public plus jeune. Grands films spectaculaires, comédies, films d'auteurs destinés à un large public, jusqu'à des films plus intimistes, tous ces genres sont représentés dans les grilles du service public, assumant parfaitement la mission qui lui est confiée. Cette volonté d'allier cinéma exigeant mais accessible au plus grand nombre, dans un contexte international complexe, empreint de populisme, nous paraît indispensable pour la préservation des valeurs républicaines qui nous sont chères. À l'heure des réseaux sociaux et du morcellement des accès à l'information et à la culture, avec l'aspect sectaire que cela revêt, il est évidemment vital que l'audiovisuel public joue pleinement son rôle de réunificateur.
La diversité du cinéma, je le redis, est au cœur des chaînes du service public. Ainsi, le rôle que joue le service public dans le cinéma est central car son financement, garanti par l'État, le service public est le pôle culturel de tous les Français. Moins contraint par la seule loi du marché que ses concurrents directs, il doit rester un lion, un miroir où chacun peut se reconnaître et demeurer un espace de liberté d'expression artistique. Et rappelons que dans cet exercice, les investissements de France Télévisions ne sont ni des subventions, ni du bénévolat, puisqu'en échange, elle acquiert des droits d'antenne ainsi qu'une partie des parts producteurs, l'associant ainsi à l'éventuel succès des œuvres. Mais force est de constater néanmoins que depuis que le financement du service public dépend du budget général de l'État, il n'est plus garanti comme il l'était par la redevance il y a quelques années. Les gouvernements successifs ont failli à donner les moyens à France Télévisions de respecter son contrat d'objectifs et de moyens. Malgré cela, le service public continue à jouer pleinement son rôle dans la réussite du cinéma français. Continuer de l'affaiblir ou affaiblir son financement reviendrait à abîmer un pôle d'excellence que nous envie tant de pays à travers le monde et enverrait un message de démission à ceux qui veulent la disparition de notre système vertueux. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre propos introductif. D'abord, de vous êtes prêté à l'exercice de parler au nom des différents syndicats présents cet après-midi et puis de nous avoir permis de mesurer aussi le rôle de France Télévisions. J'aurais peut-être juste une question et ensuite je cède la parole à monsieur le rapporteur. Cette commission d'enquête, elle traite des dysfonctionnements, des manquements du service public audiovisuel et c'est le rôle d'une commission d'enquête de mettre l'accent sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne mal, et c'est le cas dans toutes les commissions d'enquête. Mais votre audition, elle permet de montrer aussi le rôle majeur de France Télévisions dans le financement du cinéma. Elle permet aussi de dire aux Français qui nous écoutent, et j'espère qu'ils seront nombreux à écouter votre audition, que s'ils ont accès à des films gratuits sur France Télévisions, c'est grâce aussi au service public audiovisuel, c'est grâce au financement du service public audiovisuel, et c'est aussi le sens de cette audition que nous avons souhaité, c'est aussi permettre aux Français de réaliser que France Télévisions permet aussi à l'ensemble des Français d'avoir accès aux films et au cinéma, parce qu'on n'a pas toujours des cinémas de quartier, on n'a pas toujours des cinémas dans nos territoires ruraux, et que grâce aussi au service public audiovisuel, pas que les acteurs privés, je ne vais pas les citer ici, mais financent aussi et de manière importante le cinéma, mais que le service public audiovisuel est un financeur majeur du cinéma et de la création cinématographique. Ma question est la suivante, et elle va être assez directe. Vous l'avez dit, France Télévisions est un partenaire essentiel dans le financement de la filière cinématographique, qui est elle-même une industrie majeure pour notre pays. Je ne vais pas revenir sur vos propos en termes de souveraineté, de création d'emplois, d'attractivité de nos territoires. Pour le dire très simplement, sans France Télévisions, que ferait l'industrie du cinéma en moins? Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas? Je veux bien répondre. Merci, Monsieur le Président. Chaque année, ce sont environ 350 films qui sont présentés sur les antennes de France Télévisions, qui s'est engagé à travers l'accord 350 films qui représentent des achats et pas que des préachats. Et c'est environ, comme on l'a dit, 60 films par an qui sont préachetés et coproduits donc, par France Télévisions. Et en fait, notamment mon syndicat, mais pas uniquement, on travaille principalement avec France Télévisions, lorsqu'on a la chance d'avoir une chaîne en clair, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais ce qui est tout à fait fort dans la proposition de France Télévisions, c'est qu'elle accompagne une grande diversité de films, des plus petits films, comme par exemple 20 Dieux, qui a fait bénéficier d'un grand succès il y a 2 ans, en faisant quasiment 900 000 entrées, et également des premiers films. France Télévisions doit porter un attachement et un intérêt particulier aux premiers films. Et donc, avec Arte, je pense que c'est évidemment la chaîne en clair qui, en plus, depuis l'accord de mai 2023, mai 2024, a désormais des engagements en termes de volume de films, ces fameux 60 films. L'année dernière, France 2 et France 3 ont produit chacune 31 films, donc un petit peu plus que 60, qui est leur volume de base, mais sur l'ensemble de la diversité du cinéma. Et cette diversité va s'exprimer également à travers les antennes de France Télévisions, puisque depuis récemment,
On a des cases assez identifiées. Bon, évidemment, la case du dimanche soir qui programme principalement des films très populaires, très familiaux sur France 2. La case du lundi soir qui programme le même type de film sur France 3. Et désormais, et ça c'est très appréciable pour le cinéma d'art et essai, des films qui sont programmés le jeudi et le samedi sur France 4, où sont programmés en prime time des films qui ont peut-être parfois fait un peu moins d'entrées, mais qui sont de toute façon programmés en prime time. Si je peux juste rajouter, pour le dire peut-être plus simplement indirectement, France Télévisions est indispensable à la diversité du cinéma français. Voilà. Très bien. Madame la Présidente, allez-y. Dans un paysage en fait où on fabrique des films, c'est très important d'avoir des interlocuteurs très différents, comme le service public, comme des chaînes privées, parce qu'en fait, ça nous permet d'aller vers ceux vers lesquels on pense qu'on va pouvoir produire, avec lesquels on va pouvoir produire les meilleurs films pour le public. Donc c'est important d'avoir un service public fort, des chaînes privées comme TF1, M6 ou Canal+. C'est très important. On ne pourrait pas vivre dans un monde que de chaînes privées. Donc cette diversité, en effet, est accompagnée par le fait qu'on a autant d'entrées, de guichets pour pouvoir accompagner nos films. Très bien. Si je résume, on va dire moins de diversité et puis moins de films en général. Très bien. Bon, j'aurais d'autres questions sur la chronologie des médias, mais je vais laisser le rapporteur et puis je reviendrai après avec mes questions. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames, merci Messieurs pour votre participation cet après-midi. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses très intéressantes sur votre secteur et les liens aussi avec France Télévisions. J'ai pu lire en amont de la préparation de cette audition le rapport pour avis de Monsieur Caron, qui vous le savez est l'un des députés d'ailleurs membre de cette commission d'enquête, concernant, démissionnaire, me dit le Président effectivement, concernant les avances à l'audiovisuel public pour 2026. Alors, je constate que certains d'entre vous ont qualifié la potentielle baisse d'investissement de France Télévisions dans la production cinématographique de, je cite, grave menace pour la production audiovisuelle française, de déstabilisation, voire même de crise systémique. Ce sont les termes que certains d'entre vous ont expliqués. Mais si j'en crois le bilan de l'ARCOM, et notamment ce rapport, le secteur de la production cinématographique, j'ai l'impression, ne s'est jamais aussi bien porté, du moins pour ce qui est des budgets que vous accordent les diffuseurs au titre de leurs obligations d'investissement. Donc, alors qu'entre 2020 et 2024, l'inflation a progressé 15% selon la Banque de France, les budgets que vous consacrent les diffuseurs au titre de leurs obligations de production ont progressé sur la même période de 23%. En 2020, vous avez perçu 360 millions d'euros. En 2024, c'était 440 millions d'euros. Je crois, mais vous pourrez peut-être nous l'expliquer, que les budgets n'ont jamais été aussi élevés. Alors, il y a une raison, je pense que vous connaissez évidemment, c'est depuis que les SMAD, donc les services de médias audiovisuels à la demande, donc les plateformes effectivement, comme Netflix, comme Amazon Prime, comme Disney, contribuent au même titre que les diffuseurs TNT comme France Télé, TF1 ou M6. En fait, ces plateformes font office de relais de croissance, notamment face au linéaire et donc à la télévision qui s'essouffle. Pardon pour cette introduction un peu longue, mais ça permettait de restituer un peu les chiffres. Mais ma question est assez simple. Quand on voit une progression aussi importante sur les dernières années des contributions dont vous bénéficiez notamment grâce aux plateformes, est-ce que c'est si grave que cela qu'à un moment où France Télévisions traverse une crise financière quand même assez importante et à un moment où on demande à toutes les politiques publiques quasiment de faire des efforts, aux Français aussi de contribuer davantage jusqu'à quasiment un point de rupture, est-ce que c'est vraiment si grave que demain, par exemple, France Télévisions diminue un peu les contributions à votre secteur? Je vais peut-être commencer à répondre et puis je passerai la parole à mes collègues. Alors, on va vérifier les chiffres dont vous parlez, mais ça ne correspond pas à la réalité que nous vivons, pardon de vous le dire, puisque le financement du cinéma français a baissé l'année dernière.
et ce pour des raisons simples, c'est que les accords que nous concluons avec les différents opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, ont eu comme conséquence une baisse générale du financement l'année dernière. Vous n'êtes pas sans savoir que Canal+, qui est le premier contributeur au cinéma français, a baissé sa contribution de façon très significative l'année dernière, comparativement aux années précédentes, et que effectivement les financements venant des plateformes ont permis de compenser en partie, mais en partie seulement, la baisse de financement de Canal+. Et donc au total, il n'y a pas eu d'accroissement du financement venant des chaînes de télévision, des diffuseurs. En tout cas, voilà. Donc je sais pas, mes camarades compléteront cet avis, j'imagine. Monsieur le rapporteur, nous vivons dans un pays formidable où, grâce à l'action du CNC et grâce à l'action de mes camarades et de l'ensemble des personnes qui représentent les organisations du cinéma, nous avons comme objectif de faire, comme il a été dit, faire intervenir chaque écran nouveau dans le financement du cinéma. C'est ça qui s'est passé en 2020, lorsqu'il y a eu l'application de la directive SMA, qui impliquait d'avoir la possibilité de donner à l'État français d'imposer des obligations aux services de médias audiovisuels à la demande. Donc il y a eu un décret SMAD qui a été pris et sur lequel nous avons travaillé de concert aussi bien avec la DGMI qu'avec le CNC, et qui a abouti à imposer effectivement aux SMAD, donc les SMAD c'est Netflix, Amazon, Disney, des obligations en montant d'investissement de leur chiffre d'affaires. Il y a 2 montants d'investissement qui sont 20% pour les SMAD qui sont après 12 mois, question chronologie des médias, et 25% pour les SMAD qui sont avant 12 mois. C'est dans ce cadre-là que nous avons conclu un accord avec Disney qui est passé d'un système audiovisuel à un système cinéma. Mais au même moment, comme l'a dit Marc, nous avons dû renégocier un accord avec Canal qui a baissé drastiquement ses investissements, comme une sorte de mécontentement par rapport au fait que nous avions signé un accord avec Disney. Et donc, finalement, nous sommes aujourd'hui dans un jeu quasiment de jeu à somme nulle entre les investissements, effectivement, des SMAD qui ont quand même contribué à augmenter la possibilité et le financement du cinéma français. Et pour répondre à votre question, nous n'avons pas du tout remis en question la diminution qui nous a été annoncée par France Télévisions de son investissement dans le cinéma français. Nous la comprenons. Vas-y, Madame la Présidente. Oui. Pour compléter, en fait, nous vivons depuis très longtemps avec ce qu'on appelle la chronologie des médias. Et je pense que c'est très important de l'évoquer maintenant parce qu'elle cadence l'entrée des nouveaux entrants. En fait, elle nous permet d'avoir faire entrer au gré du temps et des années, des évolutions technologiques, la VOD, maintenant les SMAD, en fait les plateformes, et c'est ce qui permet le financement de la création et le financement des films. Avec évidemment à l'intérieur toutes les chaînes de télévision hertziennes qui existent depuis que la chronologie des médias. Donc il y a des obligations d'investissement et enlever ou penser que faire des économies sur la création à l'égard du cinéma ou en tous les cas pour le service public en n'investissant plus dans la création, c'est qu'il y a un pan entier de films qui n'existerait plus. Quand on parle de la diversité tout à l'heure, c'est vraiment un mot qui est très important. Ce que je veux dire, c'est un éventail très très large de films qui ne seraient absolument pas pris par des investisseurs dans le secteur privé. Donc il faut que, vous, en fait, dans vos réflexions, que vous en teniez compte, parce que le service public ne fait pas ce que les autres font. Donc c'est pas, on ne passe pas de l'un à l'autre. Chacun a sa ligne éditoriale et chacun investit en fonction de ses désirs et de ses besoins pour leur chaîne. Et ils sont tous très très différents à ce titre-là. Voilà. Juste, comme il y a beaucoup de Français qui nous regardent, peut-être expliquer juste en un mot, si le rapporteur me le permet, que la chronologie des médias, c'est un mécanisme français qui, une fois que le film est sorti en salle, alors je vais le encadre, faire. Voilà, je vais très simplement.
Donc la chronologie des médias permet d'agencer tous les acteurs du métier et toute la filière en fait qui correspond au film. Donc en premier, en fait, le film va sortir dans la salle de cinéma pour un délai de 4 mois. Ensuite, pendant 2 mois, le film va pouvoir être vu sur les plateformes de VOD. Et ensuite, Canal+ arrive au bout de 6 mois. Les accords ont été signés tels que. Ensuite, on a, dans un délai de 15 mois, d'ailleurs 17 mois, non, d'ailleurs je me trompe, c'est 9 mois Disney maintenant, et ensuite 17 mois les autres plateformes. Et ensuite, les chaînes de télévision hertziennes dites classiques. Donc en fait, elles cadencent toutes les fenêtres de tous ces nouveaux entrants et elles permettent d'une façon simple, une fois qu'elles rentrent dans cette fameuse chronologie des médias, d'avoir un accès chacun à son momentum. Et c'est pour ça qu'on signe des accords interprofessionnels pour que tout le monde trouve sa place à l'intérieur de ce processus qui est exclusivement français et qui permet à ce que la fréquentation en salle, et puisqu'on a sanctuarisé la salle de cinéma, continue à faire 180 millions d'entrées. Et donc, c'est un processus qui date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a fait ses preuves depuis toujours. Je me permets simplement de peut-être un rebond et vous pourrez répondre sur cette question introductive, notamment sur les chiffres. Parce que c'est une question qui me paraît importante. Moi, je m'en suis référé, donc, ce que je vous disais, au bilan de l'ARCOM, qui a étudié l'évolution de la contribution globale sur les 10 dernières années, notamment la production cinématographique, pas que de la production audiovisuelle, et sur la production cinématographique, dont je vois en 2020 360 millions, 2021 429 millions, 2022 415 millions, 2023 431 millions et 2024 443 millions. Je pourrais vous donner l'élément du rapport. Donc c'est aussi pour ça, j'ai vu que vous n'aviez pas forcément la même appréciation et je me permets évidemment de vous laisser répondre. C'est un document de l'ARCOM. Non, mais on ne va pas contredire le document de l'ARCOM. J'ajoute juste un chiffre que le rapporteur n'a pas cité, mais pour être tout à fait précis globalement, c'est que c'est le même chiffre en 2024 qu'en 2015. C'est-à-dire que selon les chiffres, je crois, monsieur le rapporteur, on est en gros au même montant en 2015. Il y a eu une baisse au moment du Covid. Mais nous, on a le chiffre sur la contribution audiovisuelle, 444 millions d'euros en 2015 et 443 millions en 2024. Oui, enfin, on peut faire aussi depuis 2015, mais on voit qu'en 2016, il est inférieur, 434, ça baisse en 2017, ça baisse encore en 2018, ça baisse encore en 2019 et ça baisse encore en 2020. Donc vous prenez l'année où ça a été au plus haut, monsieur le président, des 15 dernières années. Donc ça baisse de façon continue jusqu'en 2020 et après, je vous dis, donc ça passe en 2020 de 360 millions à 2024 à 443 millions avec une hausse continue. C'était la raison de ma question, mais je vous laisse répondre parce que peut-être que vous avez des éléments. Juste pour compléter, sur ce qui a été dit sur la chronologie des médias, et je recolle avec la question de monsieur le rapporteur, c'est que plus un diffuseur est proche de la sortie salle, plus il doit contribuer en termes de pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc pour prendre le cas de France Télévisions, qui est à 22 mois dans la chronologie des médias, sa contribution est inférieure à d'autres diffuseurs qui, eux, se trouvent plus tôt dans la chronologie des médias. Voilà. Et sans doute qu'une des raisons de l'augmentation des contributions est due au fait que dans la renégociation des accords qu'on a eu avec certains acteurs, on leur a accordé des droits supplémentaires contre une contribution supplémentaire. Voilà, c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait des variations en fonction des années. Si vous permettez, monsieur le rapporteur, je voudrais revenir sur le fond de votre question, à savoir pourquoi le cinéma ne se porterait pas aussi bien s'il y avait moins d'argent du service public, en gros. Compensé, voilà. Je crois, je reviens sur ce qu'a dit Sidonie Dumas. Je refais un petit peu l'historique quand même pour ceux qui connaissent mal notre profession. C'est vrai que depuis la guerre, il y a eu, à l'arrivée de la télévision, on s'est posé la question, est-ce que le cinéma allait souffrir de l'arrivée de la télévision ? Et on a demandé à la télévision, qui passait des films de cinéma, de contribuer à la production de films.
Quand Canal+ est arrivé et que ça a évidemment rebattu les cartes, on s'est dit il y a un nouvel entrant, il va diffuser beaucoup de cinéma, donc en contrepartie, il va aider au financement des films. Et c'est ce même principe qui a prévalu avec l'arrivée des plateformes. À partir du moment où vous êtes dans un pays de cinéma comme la France et que vous profitez du cinéma, de ce public qui aime aller au cinéma, eh bien, vous êtes en France, vous participez à la production des films. Et c'est ce système vraiment très particulier et unique au monde, mais qui a été initié, je dirais intellectuellement, par le général de Gaulle et André Malraux. C'était ça l'idée de départ. Et nous sommes les héritiers de cette pensée de départ. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas le service public ? Il est évident que le service public coche des cases, comme l'ont dit mes camarades, que ne coche pas forcément des chaînes payantes, qui ont évidemment un rapport au marché qui est différent. Les plateformes ont évidemment vont puiser dans le big data la nécessité des œuvres qu'ils pensent justes pour leur clientèle. C'est là où le service public joue pleinement son rôle. Et quand on parle de Justine Triet, je crois qu'il y a assez peu de chances, en tout cas on n'a pas d'exemple, forcément, que Disney ou Amazon ou Netflix aient donné naissance à des jeunes réalisateurs qui par la suite se sont imposés comme de formidables auteurs de cinéma. Donc ce travail de défricheur, ce travail d'écoute d'un cinéma qui n'est pas forcément dans le marché au départ, personne d'autre mieux que le service public ne peut le faire. C'est en ce sens qu'il est indispensable et que tout affaiblissement de ce financement-là serait préjudiciable, mais à l'ensemble de la création de la filière. Et si je peux me permettre de rajouter juste un si vous voulez, nous, comme je l'ai expliqué, on a un système assez formidable où on impose aux nouveaux entrants d'intervenir dans le financement du cinéma et des œuvres audiovisuelles d'ailleurs, ce que ne font pas les autres pays étrangers ou beaucoup moins. Ce montant de 20% ou de 25% est largement supérieur à ce qui se passe dans les autres pays européens. Et d'ailleurs, pour certains, ils n'ont même pas d'obligation de financement des œuvres locales. Mais nous, tout notre travail depuis 2020, on a intégré les SMAD dans le mécanisme de financement du cinéma et de l'audiovisuel français. Ça a été d'établir un équilibre avec les acteurs français de toute nature, les acteurs payants et les acteurs gratuits. Et il est évident que pour toutes les raisons qu'a rappelé dans le projet liminaire, dans la prise de parole liminaire qu'a rappelé Pierre, le cinéma français, pour nous, est un actif stratégique qui doit raconter des récits nationaux, principalement, ou, dans le cadre de coproduction, on travaille de façon très importante sur des coproductions internationales. Mais nous, notre inquiétude serait que les SMAD prennent une part trop importante dans le financement des films et fassent déséquilibre, cet équilibre si précis et si précieux, entre les financements purement locaux, des chaînes gratuites et payantes, et des financements extra-européens. Les SMAD, j'ai laissé le rapporteur rebondir, les SMAD, donc c'est des plateformes. Je dis juste que si on fait financer le cinéma par les SMAD à la place du service public, les plateformes, c'est payant. C'est-à-dire que si vous voulez consulter un film sur une plateforme, vous payez. Si vous regardez le film sur France Télévisions ou sur une chaîne hertzienne comme TF1, vous ne payez pas. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait... Je comprends la question du rapporteur, c'est-à-dire si on prend les financements de France Télévisions, qu'on les remplace par les financements des plateformes, ça permet de compenser pour vous, c'est le même argent au final, c'est la question du rapporteur, mais à la fin, pour les Français, d'un côté c'est un accès à un film qui va être payant parce que sur les plateformes, alors que c'était gratuit si c'était sur France Télévisions ou sur des chaînes hertziennes. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Dans le prolongement de ma première question, j'ai regardé notamment les évolutions du numérique et des audiences. J'ai pris le bilan de Médiamétrie pour 2024 et j'ai vu que pour la première fois, c'est historique, mais les Français ont passé plus de temps sur Internet que devant leur télévision. La durée d'écoute individuelle pour la télévision s'est effondrée de 13 minutes et est passée à 2h45 par jour, quand les Français passent en moyenne un peu plus de 3 heures sur Internet par jour. Aux États-Unis d'ailleurs, j'ai regardé une étude de Glance qui est parue en octobre et qui indique que la télé traditionnelle est déjà moins regardée, 40% du temps de visionnage sur les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney. Donc ma question c'est, est-ce que c'est pas le sens de l'histoire au fond, que les plateformes contribuent davantage à votre secteur que l'audiovisuel public? Est-ce qu'il ne faut pas progressivement opérer une sorte de péréquation entre les durées de visionnage et les usages, notamment de l'audiovisuel public, et les usages sur les plateformes? Comment est-ce que vous gérez cette évolution?
Pour répondre à cette question, je pense que vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur. Il faut regarder la réalité en face et voir le transfert qui a lieu actuellement entre l'écran du salon et les écrans nomades et voilà, d'autres types d'écrans sur lesquels le public regarde nos œuvres. Mais les chaînes de télévision traditionnelles, dont France Télévisions, sont parfaitement conscientes de ça depuis un moment. Et c'est pour ça que nous les accompagnons dans cette transition, puisque France Télévisions a beaucoup investi et essaye de développer de façon très importante sa plateforme France.tv, sur lesquelles les œuvres diffusées sur l'antenne linéaire sont disponibles en catch-up, en télévision de rattrapage. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les organisations du cinéma qui étaient au départ réfractaires à l'idée d'accorder aux chaînes linéaires ce droit d'avoir cette possibilité de diffusion non linéaire ont accompagné France Télévisions dans ce changement et ont accordé dans le dernier accord dont on a parlé, et c'est le premier groupe de télévision avec lequel on a signé un tel accord, avant les chaînes privées, la possibilité de diffuser les films pendant 30 jours en non linéaire après la diffusion linéaire. Donc on est conscient de cette nécessité d'accompagner la transition. C'est pour ça aussi d'ailleurs que France Télévisions conclut des accords pour être disponible sur Amazon, par exemple, parce qu'aujourd'hui les publics, il faut aller les chercher là où ils sont. Et on est parfaitement conscient de ça. Voilà. Autre question, mais sujet important, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment est signé un contrat de production passé avec France Télévisions et quelles seraient les différences avec d'autres acteurs, notamment privés? Je veux bien m'y coller. En fait, c'est assez simple. Je crois qu'ils étudient à peu près 350 films par an pour en reprendre 65 ou 62 l'année dernière. Donc on envoie un projet à l'une ou l'autre des filiales. Donc il y a 2 filiales, France 2 Cinéma et France 3 Cinéma. Si on a déjà produit un film avec l'une ou l'autre des 2 filiales, en principe on l'envoie à la filiale qui a déjà produit le film précédent. Enfin voilà. Ou qui a un historique avec le réalisateur sur lequel ils sont déjà intervenus. Ensuite, on a souvent un rendez-vous avec l'une ou l'autre des filiales, avec le réalisateur, éventuellement les scénaristes, et on parle du projet, en parlant évidemment, en détaillant le plan de financement global. En général, il y a toujours jusqu'à présent, en tous les cas, quasiment toujours une chaîne payante. France Télévisions n'intervient jamais sur un film sur lequel il n'y a pas de chaîne payante. Alors aujourd'hui, ça va se raréfier un peu. Les chaînes payantes, c'est Canal+, ça se raréfie pas, mais Canal+, Ciné+, OCS ou Disney. Éventuellement Netflix, mais on a vu que Netflix, maintenant, elle est plutôt sur des deuxièmes fenêtres. Mais les premières fenêtres payantes, c'est... voilà. Donc il y a toujours un financement privé avant France Télévisions. On étudie le casting. Et il faut noter que ces 2 femmes, directrices des 2 filiales, ont le pouvoir de dire non, mais pas celui de dire oui. Si elles considèrent que le projet de film est suffisamment intéressant, ils passent en comité cinéma, où il y a une quinzaine de personnes. Ce comité cinéma est présidé par Delphine Ernotte. Et il y a une quinzaine de personnes, les représentants des filiales, qui sont environ 3 par filiale, plus les représentants des antennes, les représentants de l'antenne, donc des audiences, de la programmation également. Et c'est à peu près analogue à ce qui se passe aussi bien à Canal qu'à Arte. Ayant assez peu travaillé avec M6 et TF1, je ne sais pas si c'est le même procédé. Et juste peut-être pour bien comprendre, parce que donc, vous avez signé un accord avec France Télévisions qui conduit France Télévisions à financer le cinéma à hauteur de 80 millions d'euros par an, si mes chiffres sont bons. Ça, c'est 2024-2028, France Télé, 80 millions d'euros par an. C'est à minima 60 films. Je crois que je l'ai sous les yeux, c'est 25 films d'animation. Et la question du rapporteur, c'était une fois qu'il y a eu cet accord global, pour avoir une réponse peut-être plus précise, 80 millions d'euros pour le cinéma par an français ou européen, dont 60 films. Ensuite, comment les films sont choisis? C'est-à-dire que c'est France Télé qui choisit les 60 films.
Oui, bien sûr, c'est D'accord. ce que j'essaye de vous C'est ça, expliquer. oui, Enfin, ils choisissent pas. j'avais l'impression que c'était. Non, parce que vous avez dit ils peuvent pas dire non, mais pas dire oui, ça a créé une confusion. Non, dans les deux patronnes des filiales, je trouve que ce sont deux femmes, Valérie Boyer pour France 2 Cinéma et Cécile Négrier pour France 3 Cinéma. Ils peuvent aussi nous dire non dès le départ en disant on a déjà le même type de film, c'est beaucoup trop cher, ça rentre pas dans notre ligne éditoriale. Enfin bon. Mais si ça commence à les intéresser, on discute d'à peu près tout, du scénario, du casting, du budget. Et à ce stade-là, si vraiment elles continuent à être intéressées par le projet, ça passe en comité cinéma. Et la décision est prise en comité cinéma. Enfin, et encore une fois, c'est la même chose qui se passe chez Canal+ ou chez Arte. C'est-à-dire que le responsable de la filiale ne peut pas accepter un film. C'était le cas auparavant, mais Delphine Ernotte, je pense que ça date de Delphine Ernotte, depuis 10 ans donc, a mis en place ce système de comité cinéma. Donc il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts d'une façon ou d'une autre, puisque les décisions sont prises de façon collégiale. Si je peux compléter, peut-être pour vous expliquer, alors que vous n'êtes pas forcément familier avec comment se finance un film de cinéma, juste pour vous expliquer le schéma général. Un film de cinéma, et c'est une différence qu'on a avec l'audiovisuel, se finance avec tout un tas d'intervenants dans le financement d'un film. Au titre de ces intervenants, vous avez d'abord un distributeur en salle, qui est celui qui va mettre le film dans les salles de cinéma. Vous avez en général, comme l'a dit Marie, une chaîne de télévision payante. Vous pouvez combiner ça avec une plateforme, puis ensuite une chaîne gratuite. Vous avez également des Sofica, un dispositif que vous connaissez, j'imagine, des coproducteurs étrangers, un mandataire qui va vendre le film à l'étranger et vous apporter du financement en contrepartie. Donc, en fait, il y a eu toute une myriade de financements que nous assemblons. Et si on regarde les chiffres, l'apport de France Télévisions, je crois, en moyenne, est autour de 15% du budget d'un film. Donc, bien sûr que la réponse d'un financement de France Télévisions est très important pour un film, mais il y a des films qui se font sans France Télévisions, qui se font autrement. Voilà, donc France Télévisions n'est qu'un maillon de cette chaîne qui permet à un film de se faire. Et c'est d'ailleurs un point très important pour le cinéma, puisque le producteur, en collaboration évidemment très étroite avec l'auteur ou l'autrice du film, le réalisateur ou la réalisatrice, conserve la maîtrise artistique de son film et ne se voit pas imposer par un intervenant financier, de par cet éparpillement dont j'ai parlé, la ligne éditoriale, le contrôle artistique de son film. Nous conservons notre liberté et c'est pour ça que c'est très précieux de conserver cette galaxie de financement qui permet à notre cinéma cette diversité. Merci pour vos réponses. Vous attachez beaucoup donc, à cette galaxie de financement qui permettent une vraie diversité, notamment je pense des films qu'à la fin les Français pourront voir en salle, cette diversité des films. Comment concrètement est-ce que vous arrivez à caractériser et comment est-ce que vous pouvez définir cette diversité? Qu'est-ce qui fait la différence peut-être d'un film financé par France Télévisions, d'un film financé par d'autres groupes privés? Vous évoquez Anatomie d'une chute de Justine Triet, à qui on a donné sa chance alors qu'elle n'avait pas encore réalisé de film à beaucoup d'entrées. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Quels sont les critères qui, selon vous, de sélection reviennent souvent quand les films sont financés par France Télévisions? Comment est-ce que vous pouvez caractériser cette différence entre le public et le privé, s'il vous plaît? Allez, votre micro. Ah oui. La différence, donc la diversité, c'est l'amplitude. Les premiers films, comme ça a été dit tout à l'heure, ce qui est très important en fait, de voir des nouveaux talents naître. Et souvent, en fait, le service public est plus enclin à accompagner les jeunes talents. Si je devais mettre un mot sur les chaînes privées, ils cherchent peut-être des films tout de suite beaucoup plus commerciaux. C'est peut-être ça la différence. Sur 60 films que prend le service public, il y a à peu près 25 films qui sont pris chez TF1 et une dizaine pour M6. Donc ça, c'est sur les chaînes comparables au service public. Donc vraiment, le service public, entre France 3 et France 2, joue un rôle extrêmement important
en matière de cinéma pour avoir cet échantillon et cet éventail très large de films. Et je pense que c'est ça la grande différence. Est-ce que peut-être aussi allez-y, Monsieur Jolivet, peut-être qu'aussi dans l'animation, parce que je lis 25 films d'animation, est-ce qu'on aurait autant de films d'animation s'il n'y avait pas France Télévisions ? Je ne pense pas, mais je vais laisser répondre mes camarades, mais je voudrais juste faire une précision sur le travail que fait le service public. Il faut comprendre que je crois que cette question de diversité est fondamentale. Dans les accords que nous avons garanti que 17% de l'obligation d'un partenaire doit aller dans des films de moins de 4 millions. C'est ce qu'on appelle la clause de diversité, qui évidemment favorise la naissance de tous ces jeunes et jeunes réalisatrices, jeunes réalisateurs qui vont faire le cinéma de demain. Et puis après, les partenaires, enfin France Télévisions, TF1, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il faut remarquer que le service public est celui qui fait le plus les films du milieu. C'est-à-dire des films qui sont au-dessus de 4 millions, mais qui ne sont pas des grosses machines de 9, 10, 12 millions. Et ce cinéma du milieu, il faut bien en avoir conscience, c'est ce qui fait la force du cinéma depuis toujours. C'est-à-dire un cinéma d'auteur, mais qui ne tourne pas le dos au public, qui essaye de faire des œuvres les plus populaires possibles, mais avec quand même des sujets assez ambitieux. Et dans cette catégorie de films fondamentale, mais ça va de l'époque de Jean-Pierre Melville au Claude Sautet, qu'on pourrait désigner comme emblématique de ce cinéma du milieu, puis suivi par Claude Miller, puis suivi par Tavernier pour parler des anciens. Ce cinéma du milieu, il est fondamental dans le cadre de cette diversité, et le service public est le meilleur partenaire pour ce cinéma du milieu. Si vous permettez... J'ai cité, oui, voilà, ça marche. Pierre a cité Arco, qui représente la France aux Oscars. Il y a eu le film de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, qui était à Cannes. France Télévisions est aussi également impliquée dans le cinéma documentaire. Là, il y a eu Le Chant des forêts, qui fait plus de 1,2 million d'entrées. Nous, on avait produit Bigger Than Us, qui a fait 200 000 entrées. Et juste, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que ce qui est singulier avec France Télévisions, à la différence par exemple de TF1 ou M6, TF1 cherche principalement des films pour le dimanche soir. Donc faire une grosse audience le dimanche soir, donc des films tout à fait formidables et respectables, qui sont des films familiaux, mainstream. France Télévisions cherche aussi des films pour le dimanche soir, en ayant un peu moins d'argent. Sachant que TF1 intervient sur 19 000 films en moyenne et M6, 13 films en moyenne. Déjà, quand vous intervenez sur 60 films en moyenne, vous avez plus de latéralité pour investir sur des films différents, comme c'est le cas d'ailleurs de Canal, au moment où vous intervenez sur 120 films, 70 films aujourd'hui. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la programmation de France Télévisions qui est différente, puisqu'il y a 2 cases qui sont réservées aux films plutôt mainstream, familiaux, qui sont à nouveau le dimanche et le lundi soir, et la possibilité de diffuser en prime time sur France 4, le jeudi et le samedi, des films d'art et essai. Et je rajoute, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, des films de patrimoine sur France 5 le vendredi. Donc en fait, c'est cette grande possibilité et diversité de programmation des antennes qui fait que, effectivement, vous pouvez avoir un film... Et en plus, il y a une circulation entre les antennes. Peut-être que, par exemple, 20 Dieux, qui était un premier film, avait été acquis pour être diffusé sur France 4, et finalement, maintenant que ça fait 900 000 entrées, ce sera peut-être, c'est pas encore le cas, diffusé sur France 2 ou France 3. Et ça, nous l'acceptons complètement. Et à l'inverse, il peut y avoir des films qui marchent un peu moins, ils vont quand même être diffusés en prime time sur France 4. C'est cette possibilité qui singularise vraiment France Télévisions. Merci. On a pas mal de questions et je pense que ça vous permettra de rebondir. Mais merci en tout cas pour vos réponses. Je me permets de rebondir sur vos propos, Madame la Présidente, Madame Dumas. Vous avez expliqué, et je vous rejoins totalement dans vos explications, que l'ADN aussi de l'audiovisuel public, c'était aussi de donner une chance à des jeunes auteurs, de donner une première chance, là où peut-être que le privé va peut-être davantage se focaliser sur la rentabilité garantie de certains financements. Alors j'avais trouvé un article, c'est un article qui date de 2015, de la Société des auteurs, mais où
il est quand même décrit un peu l'ADN et le cœur de mission de France Télévisions, où on parle donc des filiales que France Télévisions a créées. Et notamment, il y a une citation qui m'a un peu interpellé, qui explique « Les logiques éditoriales de France 2 et de France 3 ne sont pas éloignées. L'accompagnement des grands noms du cinéma européen, Polanski, Sorrentino, Haneke, Moretti. » Donc vous voyez, j'ai l'impression aussi que l'audiovisuel public et France Télévisions ont aussi une mission, une vocation, on leur posera la question, mais de continuer à accompagner ces grands noms, alors que est-ce qu'il y a encore un besoin de financer Sorrentino, Polanski et d'autres, alors que je pense qu'ils n'auront aucune difficulté à financer leurs films. Vous vous rendez pas compte à quel point ce métier est complexe. Ce n'est pas aussi simple, même quand on a des grands noms. Tout dépend du sujet. D'ailleurs, il n'y a pas de systématisme en fait dans les financements. Je pense que chacun doit trouver en fonction du sujet et du projet qui est proposé le bon partenaire. C'est un peu notre démarche au départ en fait. C'est de se dire tiens, ce sera plus pour France Télévisions, pour M6, pour TF1, pour France 3. C'est assez variable. Donc moi je trouve que la France a la chance de pouvoir accompagner des grands auteurs, quels qu'ils soient, et on aurait tort de s'en priver. D'ailleurs très souvent ils viennent chercher les producteurs français pour accompagner leurs films, et je pense que c'est une chance dont on peut s'enorgueillir. Donc à l'intérieur, il ne faut pas faire que ça, mais je pense que justement quand vous regardez la totalité des films qui sont produits en France chaque année, il y en a pour tout le monde. Il y a des premiers films comme des seconds films, comme des gens extrêmement confirmés, et je pense que c'est ce qui fait aussi la saveur et la qualité de notre production cinématographique. Là, on parle du service public, mais nous, en fait, le plus important pour nous, c'est le mercredi, le jour de sortie en salle de cinéma. Évidemment qu'on a besoin d'être accompagné financièrement, il n'y a même pas de débat ou de doute là-dessus, mais nous, ce qu'on regarde, c'est le jour de la sortie du film. Si le film rencontre son public, tout le monde va être heureux après. Et les gens sont friands de cette richesse-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas comparer les uns avec les autres, en fait. Peut-être juste pour apporter peut-être une précision, si vous me le permettez, c'est-à-dire que le rapporteur pose une question importante. Il y a peut-être des films qui n'ont pas besoin du financement public, même si vous... Mais, limite. Mais le sujet, c'est que, in fine, ça permet un accès gratuit. Ça, vous ne l'avez pas dit, donc je me vais de le redire. C'est-à-dire qu'en fait, même si certains films pouvaient se faire sans le financement public, le fait qu'il y ait un financement de France Télévisions, ça garantit que ces grands films dont vient parler le rapporteur puissent être vus gratuitement sur le service public. C'est-à-dire que quand le service public finance Moretti ou Polanski ou d'autres, je reprends les noms de réalisateurs du rapporteur, est-ce qu'ils en ont besoin pour leur financement ? Voilà, vous venez d'y répondre, mais au-delà de ça, le fait que le service public les finance, je crois que ça permet que les Français y aient accès gratuitement à ces grands films. Et ils n'avaient pas besoin de les acheter sur des plateformes. Enfin, ils peuvent faire les deux d'ailleurs. Toujours sur cette différence entre l'audiovisuel public et les autres sociétés privées, quelles sont les clauses que France Télévisions a l'habitude peut-être de mettre dans les contrats de production ? Est-ce qu'il y a des clauses par exemple d'audience, de résultats, de maîtrise des coûts, de diversité ? Est-ce qu'il y a des clauses spécifiques que vous avez l'habitude de voir qui sont issues de France Télévisions et ne vous retrouvez pas pour les sociétés privées ? Je peux répondre à cette question. Juste avant d'y répondre, je voulais juste citer un exemple personnel, si vous me permettez, d'un film que j'ai produit, qui je pense n'aurait jamais pu se produire, enfin se faire sans l'apport de France Télévisions, qui est un film qui s'appelle Le Consentement, adapté du livre de Vanessa Springora. Je pense qu'aucune autre chaîne de télévision qu'une chaîne du groupe France Télévisions n'aurait pu participer à ce film-là, et qui a d'ailleurs rencontré un grand succès en salle, puisque plus de 650 000 personnes sont venues voir le film en salle, dont la moitié d'un public de moins de 20 ans. Voilà, c'était juste un petit cas personnel que je voulais glisser. Pour revenir sur votre question, monsieur le rapporteur, il n'y a pas de différence fondamentale entre les contrats que signent les filiales de France Télévisions en termes aussi bien sur la partie achat de droits d'antenne, puisque quand une chaîne de télévision en fait intervient sur un film, il acquiert deux sortes de droits.
Le premier, c'est un droit d'antenne pour avoir la possibilité de diffuser le film sur son antenne. Voilà. Et donc ça explique combien de passages, sur combien de temps, voilà, le replay dont j'ai parlé tout à l'heure. Et de l'autre côté, il y a un contrat de coproduction dans lequel la chaîne de télévision, en contrepartie d'un apport, obtient des parts de coproduction et des parts de recettes sur le film. Et donc, sur ces deux types de contrats, parce qu'il y a donc bien deux contrats qui sont signés par la chaîne, il y a bien sûr des différences qui existent entre les différentes chaînes, chacun va avoir son contrat, mais grosso modo, ce sont des contrats qui se ressemblent. Il n'y a pas d'objectif dont vous parlez, puisque, comme je le disais, le principal, c'est les parts de recettes que les chaînes de télévision ont en contrepartie de leur rapport. Et donc là, il y a une négociation de gré à gré en fonction de l'apport et en fonction de ce qu'apportent les autres partenaires financiers, qui est menée entre le producteur délégué et la chaîne de télévision. Et il faut enfin dire que le producteur délégué, qui est donc bien très généralement un producteur indépendant, garantit la bonne fin du film. Qu'est-ce que c'est que la bonne fin du film ? C'est la responsabilité aussi bien juridique que financière du film. Autrement dit, si jamais il y a un problème sur un film, par exemple un dépassement de budget, en aucun cas France Télévisions peut être amené à participer à ce dépassement de budget. C'est le producteur qui assume ce risque et qui le prendra pour lui. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais vous prendre un exemple que j'ai trouvé un peu au hasard dans les contrats de production que France Télévisions a pu me transmettre, notamment sur la fiction. Je vais vous citer notamment une clause. Le contractant s'engage à lutter contre l'ensemble de ces stéréotypes, et en particulier la diversité ethnoculturelle et sociale, notamment dans le casting des comédiens. Donc est-ce que c'est une clause qui est courante et que vous trouvez plus d'ailleurs dans les contrats passés avec France Télévisions qu'avec des sociétés privées? Voilà, c'est une clause un peu au hasard que j'ai prise dans un contrat de production transmis par France Télévisions. C'est l'audiovisuel en fait, et pas le cinéma. Le hasard fait mal les choses. Donc vous n'avez jamais de ce type de clause dans des choix de comédiens ou pour le cinéma? Non, on peut discuter, bien évidemment. On peut avoir un avis artistique sur le choix des comédiens, mais il n'y a pas d'obligation en aucun cas. Je vous remercie pour votre réponse. Deux questions pour dézoomer un peu et passer notamment sur l'échelle européenne. J'ai vu qu'il y avait notamment une réforme que le syndicat des producteurs indépendants a dénoncée récemment, qui est prévue au niveau européen. Il s'agit du programme Agora EU, qui s'inscrit dans le cadre du prochain budget pluriannuel européen de 2028 à 2024. Bon, ce programme rendrait fongibles les enveloppes du budget de l'Union européenne destinées à soutenir les médias, la presse et l'intelligence artificielle. Il prévoit de faire disparaître aussi la notion de producteur indépendant, qui est pourtant au cœur du modèle français. Alors non seulement cette notion de producteur indépendant disparaîtrait, mais les entreprises extra-européennes pourraient aussi obtenir des subventions de ce programme. Si vous avez suivi les premières auditions, je pense que vous avez vu que j'ai été attaché particulièrement à la production indépendante française, ce qui m'a valu d'ailleurs quelques foudres. Mais comment est-ce que vous anticipez cette réforme ? Et est-ce que, d'une certaine façon, vous craignez que des acteurs, notamment extra-européens, puissent venir concurrencer directement par fonds européens et même par fonds français la production et la création indépendante française ? Monsieur le rapporteur, nous avons l'ensemble des organisations qui sont représentées ici, une représentante en l'occurrence à Bruxelles qui s'appelle Juliette Prissard et qui représente Eurocinéma. Et je pense que là, vous avez parlé du SPI en particulier, mais je pense que nous sommes tous inquiets, tous les quatre, de l'évolution d'Agora EU, qui va effectivement rendre fongibles les aides spécifiques culturelles aux aides aux médias en général ou aux sociétés de l'information. Donc nous avions un système assez simple et assez organisé qui concernait les aides européennes aux films au cinéma et à l'audiovisuel. Et donc ça va rentrer dans un grand tout. La deuxième chose, nous appelons le SPI. Donc nous sommes, mais comme mes camarades et mes collègues, attachés à l'indépendance et nous sommes attachés également au fait
que pour bénéficier de l'agrément pour les films de cinéma, il faut être établi en France, de nationalité française, et ne pas être contrôlé par des capitaux extra-européens. Et donc c'est cette attention que nous portons aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Je voudrais dire un mot. Nous allons d'ailleurs beaucoup en parler à l'ARP. C'est une initiative, mais dont j'espère qu'elle sera suivie par les autres organisations. Le problème de Argo EU est un vrai problème de fond. À partir du moment où on confondrait la technologie et le cinéma. Évidemment, c'est un combat de base. C'est même le combat, je reviens, à De Gaulle et à Malraux et à l'exception culturelle. La culture n'est pas un produit comme les autres. Et évidemment, supposer que l'Europe entame une dérive où on confondrait la technologie avec le cinéma, parce qu'il y a de la technologie dans le cinéma, il y a de la technologie dans l'audiovisuel, est évidemment une dérive extrêmement dangereuse contre laquelle nous allons lutter pied à pied. Il est fondamental que la culture reste la culture et qu'elle soit démarquée de la technologie. C'est fondamental. Merci beaucoup. Je pense que vous trouverez les parlementaires, j'espère, au-delà de leur bord politique pour vous défendre aussi sur ce sujet majeur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un sujet majeur et j'en profite pour vous poser la question sur un cas assez précis, c'est celui de Media One. J'ai pu lire dans le rapport pour avis que je vous ai cité du député que sur les avances à l'audiovisuel pour 2026, que je cite, donc je cite le rapport, la holding Media One Alliance, valorisée 1,45 milliard d'euros, serait détenue en majorité par KKR, un fonds de pension américain. Fin de la citation. L'actionnariat actuel n'étant pas public, Media One Alliance n'étant pas coté en bourse, il est impossible de connaître la participation exacte actuelle de KKR dans cette société. Media One a d'ailleurs, dans un entretien récent au Figaro, refusé de donner le montant et le pourcentage de participation de KKR dans sa société. On lit également dans ce rapport que le SPI, le syndicat des producteurs indépendants, a, je cite aussi, formé un recours devant le tribunal administratif contre une décision du CNC autorisant le financement d'une œuvre produite par le groupe Media One, arguant que cette œuvre ne peut être qualifiée d'européenne. Fin de la citation. Alors je me permets d'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers du fonctionnement du CNC qu'il est impossible de bénéficier des aides du CNC quand vous êtes une société contrôlée majoritairement par des actionnaires étrangers. On lit notamment dans un article du 6 décembre 2021 intitulé « Les astuces de Luc Besson et de Media One pour continuer à toucher des aides publiques » que Media One aurait mis en place un montage financier pour bénéficier des aides du CNC, et ce, indépendamment de l'importance des fonds étrangers qui sont au sein de son actionnariat. Ma question est simple. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas, notamment de Media One qui continue à percevoir des aides du CNC, alors que tout porte à croire que l'influence de capitaux étrangers, notamment américains, est suffisamment important pour ne pas le qualifier de producteur ou de créateur indépendant français? Monsieur le rapporteur, vous nous faites beaucoup d'honneur parce que le SPI n'est pas seul à avoir intenté un recours. Nous étions un recours conjoint avec l'UPC et avec l'ARP, et je vais laisser la parole à Pierre. Oui, nous avons fait ce recours auprès du CNC. Votre question, la question que vous posez relève pour nous d'une autre nature. À notre sens, cette situation dépend du législateur. Il nous paraît absolument indispensable que la législation française, pour lever toute ambiguïté, s'engage à être aussi bien disante que le droit européen, ce qui serait naturel quand même pour la France, pays de culture, à savoir que des sociétés de production ne peuvent prétendre à des aides publiques qu'à condition que la majorité de leur capital soit européen. Voilà. Donc nous attendons que le législateur français soit beaucoup plus précis sur ce sujet. Pour le reste, quant au recours, évidemment, au regard de la séparation des pouvoirs judiciaires et des pouvoirs législatifs, nous pouvons nous exprimer sur ce sujet. Pour bien comprendre, si le rapporteur me le permet, votre position, qu'on la comprenne, parce qu'on est des législateurs, effectivement, c'est que si une société de production a une majorité de capitaux étrangers, même s'ils produisent leurs œuvres en France, même s'ils produisent sur le territoire français, vous considérez qu'ils ne doivent bénéficier d'aucune aide publique? Monsieur le Président, c'est la loi. Et il se trouve qu'en 2003,
Nous avions le SPI, en l'occurrence, mais avec l'API, formé un recours contre le film Un long dimanche de fiançailles, qui était un film français, tourné en France en français, mais qui n'était pas français. Il n'était pas français puisqu'il était, la majorité du capital était détenue par la société 2003 Productions, qui était constituée par des salariés de Warner. Nous avons gagné en première instance devant le TA, en appel et devant le Conseil d'État. Nous n'avons absolument aucun problème avec Media One. Nous posons des questions et nous sommes très attachés à la légalité française et c'est pour ça que nous avons fait ce recours. Je vous remercie pour votre réponse. Vous aurez en tout cas un serviteur devant vous qui défendra aussi cette position, quelles que soient les auditions. Et c'est aussi le but des questions que je pose, c'est d'obtenir un peu plus de lumière et de transparence sur ces aides et ces subventions que certains grands groupes obtiennent, en dépit d'ailleurs de schémas et de scénarios un peu flous, en tout cas qui peuvent manquer de souffrir de transparence. Je me permets simplement aussi de vous faire réagir peut-être sur un phénomène de concentration qu'on pourrait observer dans le secteur de la production. J'ai repris le rapport pour avis sur les avances à l'audiovisuel public pour 2026, où on apprend que le chiffre d'affaires cumulé par 4 grands groupes de production, Media One, Banijé, TF1 Studio, Fédération, atteint 259 millions d'euros en 2024. Ces 4 premiers fournisseurs de programmes de France Télévisions représentent à peu près 75% du top 9 des sociétés de production. Quel regard, au-delà de ces chiffres, quel regard portez-vous sur les acquisitions de ces dernières années qui contribuent à un phénomène de concentration? Est-ce que c'est une menace ou pas pour la création et la production indépendante française? Je pense que le phénomène dont vous parlez, monsieur le rapporteur, est un phénomène qui se limite en fait au secteur audiovisuel. Ça sera l'audition d'après. Voilà. Donc, alors peut-être que vous pouvez nous confirmer le chiffre qu'on a avec le rapporteur, que dans votre accord, apparemment 75% des financements de France Télévisions doivent aller à la production indépendante. Oui, ça je vous le confirme bien sûr. Alors peut-être pour prolonger la question du rapporteur qui était plus sur l'audiovisuel, mais est-ce que du coup, France Télévisions serait mieux disant sur la production indépendante dans le cinéma et moins disante sur les autres contenus? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que c'est plus vertueux dans le cinéma où 75% des financements doivent aller à la production indépendante? Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur l'audiovisuel. Je vais laisser mes camarades répondre à cette question-là. Mais pour ce qui concerne le cinéma, nous ne voyons pas à l'œuvre dans le secteur du cinéma cette concentration. Il existe des regroupements de producteurs et des sociétés plus importantes que d'autres, mais il n'y a pas cette concentration à l'œuvre. La force du cinéma français, c'est, on l'a dit, la diversité de ses films, mais c'est aussi la diversité de ses producteurs. Voilà. Et juste pour être sûr qu'on est tous au même niveau d'information, quand dans l'accord c'est 75% du financement de France Télévisions pour la production indépendante, qu'est-ce qui définit, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas qualifier ce qu'est une production indépendante, comment... Dans votre accord, comment elle est qualifiée, cette production indépendante? Alors, elle n'est pas définie dans notre accord. En fait, l'indépendance se mesure par l'œuvre. On juge une œuvre lorsqu'elle est indépendante. Et elle doit être indépendante lorsqu'elle est produite par une société qui est distincte du diffuseur auquel il est fait référence. C'est ça, ou lorsqu'un diffuseur détient des mandats par une de ses filiales pour par exemple la distribution en salle, la vente à l'étranger d'un film. À ce moment-là, s'il détient plus d'un certain nombre de mandats, l'œuvre n'est plus considérée comme indépendante. Voilà. Mais l'immense majorité des financements des chaînes de télévision, pas seulement France Télévisions, est constituée d'œuvres indépendantes et dans les faits, France Télévisions va bien au-delà des 75% qui sont mentionnés. Juste pour rappeler, les critères que tu évoquais, Marc, ce sont des critères qui figurent dans les décrets production. Donc c'est vraiment au niveau, l'accord France Télévisions se base sur ces décrets production-là. Voilà. Merci pour vos réponses. J'ai réalisé un comparatif entre les films qui sont cofinancés par France Télévisions et ceux qui sont cofinancés par TF1 et M6 sur 4 ans entre 2021 et 2024 inclus. Et en compilant les données, on remarque que les films cofinancés par France Télévisions réalisent en moyenne 2 fois moins d'entrées au box-office, 300 000 entrées, que les films cofinancés par ces deux concurrents privés, TF1 et M6. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? Et si je vous pose cette question, c'est aussi parce que je vous entendais me dire, quand je vous posais des questions sur d'éventuelles clauses différentes imposées par France Télévisions et par des concurrents privés, vous me disiez qu'il n'y avait pas vraiment de clauses différentes, il n'y avait pas de clauses spécifiques. Donc
Ma question est d'autant plus légitime que qu'est-ce qui justifie du coup un financement public dans la mesure où il n'y a pas de clause différentes exigées par le service public et qu'à la fin on voit que ce sont des films qui fonctionnent 2 fois moins bien en termes d'entrée au box-office que les films financés par le privé. Je ne sais pas si c'est des films qui fonctionnent 2 fois moins bien, parce que si on regarde les chiffres, entre 2021 et 2025, il y a eu 620 films qui ont été financés par France 2 et France 3, qui ont réalisé 219 millions d'entrées, soit une moyenne de 350 000 entrées par film, ce qui est un chiffre tout à fait important. 600 000 pour le privé. Alors évidemment, si vous avez 15 films par an, comparé à 60 films par an, il n'y a pas 60 films en France qui font plus de... Voilà. Les chiffres, et puis comme on le disait tout à l'heure, c'est des films financés par TF1 ou préfinancés par TF1 ou M6 ne sont pas forcément des films de la première chance comme on peut l'avoir sur le service public. Où je voulais citer un film qui était le film d'Amélie Bonin, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, qui était un premier film d'une jeune... Partir un jour, voilà. Oui, très bon. Partir un jour, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes l'année dernière et qui a réalisé 700 000 entrées, qui étaient financées par le service public et qui a fait donc un nombre d'entrées très important pour un premier film. Et voilà, donc cette moyenne de 350 000 entrées par film financées par le service public est une moyenne qui est très très élevée. Est-ce que vous pourriez juste nous dire, parce que effectivement 600 000, 300 000, ça paraît pas beaucoup, mais combien de films français dépassent le million d'entrées aujourd'hui Vous avez le chiffre ou pas, non? Peu, il me semble. Mais... Non, oui, ça dépend des années, mais quand même ce qu'on pourrait dire, et c'est ce qui a été très clairement expliqué depuis le début de cette audition, c'est qu'on se rend compte à quel point le service public participe à ce qu'on pourrait dire la recherche et développement du cinéma. À partir du moment où on joue à fond la posture de recherche et développement, c'est-à-dire découvrir des jeunes auteurs, des nouveaux narratifs, des nouvelles réalisatrices, forcément, on n'est pas forcément aussi efficace la première fois. Mais c'est toute la gloire du service public. Et on se rend bien compte que notre pays, justement par cette posture-là, est premier en Europe. Ne l'oublions pas. Nous sommes la première cinématographie d'Europe. Parce que justement, nous avons un service public qui joue à fond ce travail de recherche et développement et qui, de génération en génération, fait que nous sommes toujours avec un cinéma extrêmement divers et qui rencontre le public. Merci Monsieur Morel, vous voulez prendre la parole pour 2 minutes? Un autre élément, évidemment, c'est que peut-être que les entrées moyennes de films TF1 sont à 600 000 et celles de France Télévisions à 350 000, mais effectivement, il y a beaucoup de premiers films. Certains ne rencontrent pas leur public. Et ensuite, effectivement, on a parlé de Justine Triet, mais c'est le cas aussi de Thomas Lilti, qui a commencé en faisant un film qui a fait 6 000 entrées, je crois. Cédric Clapiche, enfin, ces grands noms, qui aujourd'hui font en moyenne au moins 500, 600 000 entrées. Également Rebecca Zlotowski. Mais il y a un autre élément qui est très, très important, c'est la rentabilité des films. Or, plus votre film est cher, plus il faut avoir un nombre d'entrées important pour le rentabiliser, d'abord sur les entrées salles et puis effectivement ensuite sur le temps long. Et on rappelle, Marc l'a rappelé, que France Télévisions, comme TF1, comme M6, a des parts copro sur les films. Et que donc le fait de faire peut-être moins d'entrées mais sur des films moins chers, peut-être ces films sont amortis plus rapidement et donc remontent des parts copro intéressantes à France Télévisions plus vite que TF1. Bon voilà, mais je pense que le film En fanfare, 2,9 millions d'entrées, produit par France Télévisions, a bien remonté. 20 Dieux, 900 000 entrées, a bien remonté. Le Chant des forêts, va faire 1,5 million, a bien remonté. Emilia Pérez, je pense aussi, Partir un jour aussi doit remonter aussi de l'argent à France Télévisions. On a plein d'exemples. Et puis sans doute aussi des films qui sont beaucoup moins chers peuvent remonter extrêmement rapidement. Moi, pour vous donner un ordre de grandeur, puisqu'il a donné un exemple personnel, moi j'ai produit 3 films avec le 3e, il est en cours avec France Télévisions, qui sont Va vie et devient de Radu Mihailanu, La source des femmes. La source des femmes est celui qui a fait le plus d'entrées. Et là, il y en a en cours actuellement. La source des femmes ne me ramènera jamais 1 euro puisque le MG distributeur était trop élevé.
Et j'ai produit à l'inverse un film qui a coûté moins d'1 million, qui a été vendu à Arte, et qui est donc rentable, non pas en production évidemment, mais rentable sur le temps long. Donc tout dépend du budget des films, et ouais, c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Merci. Puisqu'on est dans le concret et qu'on prend des exemples personnels, mon dernier film... Après, je vais devoir donner la parole à Sidonie Dumas aussi, pour qu'elle nous parle aussi des films produits par Gaumont. Allez-y. Non, je prends un exemple. Mon dernier film, Les Algues Vertes, a été fait grâce à France 3 Cinéma, mais également par la région Bretagne. Et c'est un film assez exemplaire, puisque au départ, c'est un film pas forcément simple, c'est sur l'agro-industrie en Bretagne. Et on se rend compte que le film a fait une pénétration dans les provinces qui est très importante. Voilà, donc il y a déjà en plus ce rôle. Souvent, les films qu'accompagne France Télévisions sont des films avec des sujets un petit peu différents, mais qui peuvent avoir une pénétration dans les provinces à travers France 3 Cinéma et à travers les régions, qui est tout à fait différent d'un gros film mainstream de TF1 ou de M6. Monsieur Morel, pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. On n'a pas toujours l'occasion de se réjouir dans cette commission d'enquête, donc là on peut le faire. On a quand même un modèle que le monde entier nous envie. Et en plus, un modèle qui est vertueux financièrement, ça vient d'être dit, sauf que c'est un modèle qui est attaqué sans relâche, et notamment à Bruxelles. Il se trouve que j'ai été député européen pendant 10 ans, et je peux témoigner de la férocité avec laquelle les Américains et leurs alliés, et hélas il y en a beaucoup en Europe, s'attaquent à tout ce dont on vient de parler. Chronologie des médias, droits d'auteur, géoblocage, producteurs indépendants. Il y a une offensive sans précédent. Et donc, il faut une mobilisation de la représentation nationale pour défendre ce modèle d'exception qui contribue au rayonnement de la France, quoi. Je le dis parce que dans les débats budgétaires qu'on a eus, notamment cette année, mais aussi l'année dernière, il y a eu plusieurs tentatives pour rogner, notamment le budget du CNC, mais même pour s'attaquer plus largement, avec des arguments souvent démagogiques, à quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche en France, qui contribue, M. Jolivet a parlé de soft power, mais c'est vraiment de ça dont on parle, et qui rapporte de l'argent à la France, en plus de son image. Donc il faut vraiment préserver ce modèle. Moi j'ai 2 questions. La première, il va y avoir une baisse du budget de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, maintenant c'est sûr. Et c'est quoi l'impact pour vous concrètement ? Parce qu'il y a un contrat d'objectif, mais il est renégocié régulièrement. Est-ce que déjà vous êtes dans le dur, là ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça j'ai jamais bien compris, il y a France 2 et France 3 qui ont des boîtes de production différentes. Je suppose que c'est historique. Est-ce que c'est toujours aussi pertinent ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux ? Voilà, c'est plus pour ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux à nous regarder, comme vous le savez. Je vais commencer par la fin, sur les filiales. Je pense pour pouvoir gérer 60 films par an, c'est important en fait qu'il y ait 2 guichets. C'est 2 guichets différents. En fait, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de conflit d'intérêts. Les films, on va voir l'un ou l'autre. Il y a a priori, ils ne cherchent pas la même chose. Donc ils ne sont pas du tout sur la même... c'est ce que je veux dire, ça permet au contraire un choix encore plus large, une diversité assurée et toujours plus importante des premiers films. Et donc chaque auteur a plus ou moins d'affinité vers l'une des filiales ou l'autre. C'est comme une maison, en fait, c'est comme 2 entités complètement différentes. Il n'y a pas de porosité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a 2 lignes éditoriales. On n'est pas sur les mêmes choix éditoriaux. Oui, voilà. Et pour compléter ce que dit Sidonie, quand bien même il y a ces 2 filiales, nous avons laissé la possibilité aux antennes de pouvoir avoir une circulation des œuvres, pour que si jamais au final l'antenne se rende compte qu'un film serait mieux sur une antenne plutôt qu'une autre, ils aient la possibilité justement de faire circuler les œuvres pour les placer au meilleur endroit pour leur exposition. Et pour répondre à votre question sur la baisse du budget, dans l'accord que nous avons signé avec France Télévisions, il y a 2 clauses en fait qui adressent cette question. La première, c'est la possibilité pour France Télévisions de pouvoir avoir une possibilité de report dans une certaine mesure d'une année sur l'autre. Donc en fonction, j'imagine, peut-être des débats budgétaires d'une année sur l'autre, en espérant que l'année prochaine ne sera pas pire que cette année. Voilà. Il y a toujours cette possibilité à la marge de report, mais il y a aussi la possibilité pour France Télévisions de remettre en question
l'accord en raison de sa situation budgétaire. Donc effectivement, oui, si la situation financière de France Télévisions se dégrade, il est tout à fait possible qu'une des conséquences soit la mort dans l'âme de la part de France Télévisions, mais soit la remise en question de cet accord vertueux que nous avons signé, qui non seulement permet la contribution et le financement de nos œuvres, mais aussi permet à France Télévisions d'exploiter tous ses droits non linéaires, qui permet la mise à disposition gratuite des films sur la plateforme France.tv, qui ne serait plus possible si cet accord venait à être remis en question. Merci beaucoup. Mme Met, vous voulez prendre la parole peut-être? Non? Vous n'aimez pas le cinéma, Madame Met? Parce qu'on est en retard sur l'audition suivante. Moi, j'ai pas eu ma réponse aux films d'animation. J'avais le sentiment que sans France Télévisions, la filière des films d'animation, qui est une filière à laquelle je suis particulièrement attaché pour avoir créé un festival d'animation française dans une autre vie aux États-Unis, notamment à New York, j'avais le sentiment quand même que sans financement public, et notamment de France Télévisions, le cinéma d'animation en France serait moins bien financé et peut-être beaucoup plus faible, qui est quand même le film d'animation aussi une formidable industrie pour notre pays. Vous avez raison, Monsieur le Président. Enfin, les 25 films sur 5 ans, donc 5 films par an, c'est un minimum. Et d'ailleurs, c'est la filiale France 3 Cinéma qui est plus impliquée dans le film d'animation. Arte aussi prévoit, enfin, c'est pas vraiment des accords, puisqu'ils ont un statut particulier, mais de financer au moins un film d'animation adulte par an. Mais évidemment, les 5 films d'animation qui sont financés chaque année par France Télévisions le sont également par une chaîne payante auparavant. Donc c'est un bel accord, une belle coordination publique-privée. Après, je ne suis pas spécialiste d'animation, mais c'est manifestement une filière qui souffre beaucoup actuellement. Mais l'audiovisuel vous en parlera peut-être plus en amont tout à l'heure. Merci. Ce qui permet de dire qu'il y a 2 films d'animation français qui concourent aux Oscars en 2020, le 15 mars, et que c'est une filière importante pour notre pays, la filière d'animation qui souffre en ce moment, et important qu'on puisse aussi la soutenir. Dans un autre cadre, cette commission d'enquête, ce n'est pas l'objet de cette commission, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Plus une question d'actualité, parce que je vois que la fin de l'audition se rapproche, donc je suis en train de sélectionner mes toutes dernières questions. C'est plus une question pour prendre un peu de recul. J'ai été honnêtement très étonné, je pense que je n'ai pas été le seul, de lire une tribune de représentants du monde du cinéma. Alors, je ne sais pas quelle est leur légitimité. Il y a des beaux noms. Il y a Costa Gavras, il y a Bruno Solo, il y a Eva Joly. Alors, est-ce qu'Eva Joly est vraiment une représentante du monde du cinéma? Bon, c'est une sorte un peu de pot pourri de beaucoup de personnalités différentes. Pot pourri au sens medley, hein. Il n'y a aucune qualification péjorative de ma part. Monsieur le rapporteur. Aucune, je ne me permettrai pas la moindre qualification péjorative, vous le savez. Non, simplement, j'ai été surpris quand même par cette tribune. Le titre, je crois, c'est à travers le rapporteur, c'est l'extrême droite qui s'exprime. Donc cette commission d'enquête serait une commission d'enquête d'extrême droite. Elle a été publiée le 10 février. Alors visiblement, il m'accuse d'adopter et d'employer des méthodes inquisitoriales. Je crois que c'est la productrice Fabienne Servan-Schreiber qui est à l'initiative de cette pétition. Enfin, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Elle s'en est expliquée dans les colonnes de Télérama. Quel est votre avis sur cette tribune, sur cette commission d'enquête aussi? On arrive à la fin de cette audition. Est-ce que vous avez l'impression que les travaux que nous menons sont utiles? Est-ce que vous pensez qu'il est sain que la représentation nationale se penche sur le financement, le fonctionnement et la neutralité de l'audiovisuel public, et à travers celui-ci, notamment, le financement de la production cinématographique? Si je peux me permettre, monsieur le rapporteur, on a encore le droit dans le pays qu'on peut laisser aux artistes qui ont toujours été, qui ont toujours une liberté de parole et d'expression. C'est aussi la force de notre pays de pouvoir s'exprimer. Je pense que vous et moi, on est attachés à la liberté d'expression. On ne va pas reprocher à des artistes, à des cinéastes de donner leur avis. Maintenant, je pense que vous avez posé une question, monsieur le rapporteur, si les personnes auditionnées veulent y répondre, peut-être pas pour commenter cette tribune parue dans le Monde, mais peut-être votre question, c'est est-ce que vous pensez que cette commission d'enquête est utile et nécessaire voilà. Je ne vais pas juger cette commission. Je crois que je reprendrai les mots de M. Morel. Je crois que véritablement, on l'a dit dans le texte liminaire, le cinéma français est une industrie qu'on nous envie dans le monde entier. Il faut bien y réfléchir à 2 fois si on se dit attaché à la souveraineté culturelle
française, attachée à cette particularité, attachée à notre nation, à notre pays de culture. Voilà, je pense qu'il faut y réfléchir toujours à deux fois quand on se met dans des postures de l'affaiblir. Je crois que nous avons tout à perdre si un des fleurons de l'industrie française est abîmé. Voilà. Monsieur le rapporteur, je pourrais juste dire que grâce à cette audition, d'abord, vous avez vu, on a travaillé les 4 organisations ensemble. On a rédigé ensemble le texte liminaire lu par Pierre Jolivet. Et comme Monsieur le Président l'a dit, si nous sommes regardés par beaucoup de Français, j'espère que nous avons levé un certain nombre de malentendus sur notre métier, sur la façon de fonctionner. Et moi, à titre personnel, je trouve que cette audition s'est très bien passée. Comme président, j'en témoigne et j'espère que ça aura permis aussi aux Français de se rendre compte, parce qu'on dit souvent ici, effectivement, c'est de l'argent public, effectivement, c'est 4 milliards d'euros, effectivement, et on est là pour, effectivement, avec le rapporteur, avec les membres de la commission, évaluer les manquements, les dysfonctionnements, et on en a levé quelques-uns dans cette commission d'enquête, mais Emmanuel Morel l'a dit aussi, la capacité de mesurer aussi ce que l'audiovisuel public apporte à notre pays, et en l'occurrence avec la filière du cinéma que vous avez représentée aujourd'hui, que vous représentez au quotidien, puis mesurer aussi que grâce à l'audiovisuel public, notamment à France Télévisions, mais on aurait pu parler aussi d'Arte, les Français ont accès à un grand nombre de films gratuitement. Et grâce à votre accord, je le redis parce que on va faire peut-être un tout petit peu de publicité, en tout cas, grâce à l'accord que vous avez signé aussi avec les acteurs de l'audiovisuel, y ont accès sur les plateformes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement accès en direct à la télévision sur les chaînes privées comme publiques, ils y ont accès aussi sur les plateformes. Et je veux redire ici, pour pas qu'il y ait de malentendus, que je pense qu'on est tous attachés à la complémentarité. On n'a pas parlé d'audiovisuel privé parce que ce n'était pas le lieu de cette commission d'enquête, mais TF1 et Canal+ financent aussi le cinéma et c'est important. Les plateformes y contribuent et je pense que cette audition aura permis de mesurer la complémentarité de tous les financeurs publics comme privés du cinéma qui permet ensuite aux Français d'avoir une diversité d'offres. Monsieur le rapporteur, vous avez d'autres questions ou... Merci, Monsieur le Président. Une toute dernière question, avant de vous remercier en tout cas pour l'ensemble de vos réponses qui, je pense, nous ont été très précieuses, notamment en prévision de la rédaction du rapport et des différentes recommandations. C'est sur ce phénomène de barter, on a appris un peu ce mécanisme de barter par l'audition de Delphine Ernotte sur ces fameuses nuitées à Cannes qui ont été payées pour des dirigeants de l'audiovisuel public. Est-ce qu'il y a des sociétés de production qui ont été impliquées dans ce mécanisme de barter passé avec France Télévisions pour financer les suites au Majestic à Cannes ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer, je vois que vous faites non de la tête pour la plupart d'entre vous, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il n'y a plus de société de production impliquée, ou s'il y en a eu Nous ne sommes pas concernés, en fait. Après, est-ce que vous considérez que c'est normal que France Télévisions, comme financeur aille à Cannes, est-ce qu'ils devraient... France Télévisions à Cannes, c'est totalement normal, oui. Non, mais voilà, c'est pour... Oui, bien évidemment. Et ensuite, c'est compliqué de faire commenter les conditions dans lesquelles... France... Non, mais est-ce qu'il y a une société de production qui est impliquée dans le barter ou pas ? Ah oui, est-ce qu'il y a une société... Pas à notre connaissance. Donc à votre connaissance, il n'y a pas de société de production derrière ce système. Non, mais pour faire un commentaire, j'ai trouvé le Airbnb qu'on a pris cette année extrêmement cher. Comment ? J'ai pas entendu. J'ai trouvé qu'au dernier festival de Cannes, le Airbnb que nous avons pris était extrêmement cher. En tout cas, là aussi, on a la chance d'avoir un grand festival du cinéma qui permet de faire rayonner aussi notre pays, de promouvoir d'ailleurs pas que le cinéma français, mais c'est important aussi d'avoir un grand festival de films dans notre pays. Je peux maintenant vous remercier aussi de porter aussi la diversité et la richesse du cinéma dans notre pays, de participer